William, bonjour. Bonjour. Je te retrouve 1 an et demi après le roi Arthur à peu près, quoi. Bah ouais. Le temps passe et tu as eu le temps d'écrire un livre absolument génial qui est à la fois extrêmement érudit, comme tes autres bouquins, et en même temps j'allais dire très pop et très fun, sur l'histoire des super-héros et la politique en fait. Tu démontres que le super-héros ne naît pas par hasard. Ouais. Ce dont on peut se douter, et surtout tu démontres que l'histoire américaine contemporaine est intimement liée aux super-héros et vice-versa. Donc qu'est-ce qui t'a conduit à écrire ce bouquin? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà parce que je suis fan de comics en fait. Ouais, je lisais quand j'étais petit, je lisais encore j'ai encore un peu ma vieille collection. Je lisais d'Estrange, voilà, donc tu vois, donc c'était des Spilett, des choses comme ça. Donc bon, voilà, donc c'était. Je trouvais ça marrant en tant qu'historien de revenir un peu là-dessus, quoi. Donc, et ce qui est assez marrant, c'est que vu que moi, à l'origine, enfin, je suis toujours médiéviste, donc je travaille sur le Moyen-Âge, mais je me suis déplacé de plus en plus pour travailler sur le médiévalisme, c'est-à-dire en fait comment on représente le Moyen-Âge à l'époque contemporaine, depuis le 19e siècle, pour simplifier, aussi beaucoup sur les super-héros. C'est-à-dire que la représentation du Moyen-Âge, en fait, elle est importante. Les super-héros, ils ont été pensés comme l'anti-Moyen-Âge. En gros, Superman, c'est l'homme de demain, c'est l'homme du futur, c'est lui qui va amener le futur en fait. Le futur est déjà là avec Superman. D'ailleurs, son surnom c'est The Man of Tomorrow, donc c'est l'homme de demain. Et le futur qui est perçu comme quelque chose de positif, quelque chose de bien. Le futur, c'est le progrès. Donc on est vraiment dans un discours moderne en fait, vraiment au sens premier du terme en gros. Voilà. Et a contrario, en fait, souvent, les super vilains, c'est des gens qui sont dans le Moyen-Âge, qui habitent des châteaux. Le docteur Fataliste, par exemple, là, on peut monter une autre couve, par exemple. Power Man, par exemple. Donc Luke Cage, et là, il affronte des super vilains. Bizarrement, les super vilains, ils sont dans un château. Et c'est des pseudo-chevaliers technologiques, quoi. Donc voilà, c'est assez. Ça marche vachement, en fait. On se rend compte que souvent, il y a une espèce d'opposition assez binaire entre d'un côté le super-héros, qui est américain, même américain d'adoption comme Superman, mais américain. Donc c'est-à-dire que l'Amérique c'est le pays du futur, et donc le super-vilain qui souvent habite dans des châteaux et qui souvent ces châteaux-là ils sont placés dans l'Europe. Le cas typique c'est le docteur Fataliste, encore une fois, dont l'Alvérie, donc cette espèce de micro-état dictatorial en fait, est placé dans les Alpes bavaroises. Alpes bavaroises, évidemment, qui font référence, on comprend à Hitler. Voilà, Oui, il y a même Gotham dont carrément le nom est gothique. Voilà, et ben là, Gotham, c'est parce que là, en fait, c'est assez marrant, parce qu'il y a aussi une perception, et ça, c'est frappant, il y a vraiment l'idée que, et ça, c'est aigre, le sous-prolétariat ou le prolétariat urbain, en fait, c'est des gens c'est des gens barbares, en fait, ils sont pas civilisés, ils sont restés barbares. Et donc, quelque part, pour lutter contre ces barbares-là, déjà, ces barbares habitent dans un contexte gothique, donc Gotham, c'est la ville gothique, même si c'est un descendant de New York aussi, et pour lutter contre ces gens-là, il faut des chevaliers. Et donc, Batman, c'est un chevalier noir, quoi. Donc, parce que lui, il est en contact aussi avec le mal, donc c'est chevalier noir, quoi. Et donc, bien, puis en plus, Batman, il habite dans un château aussi, voilà, en dehors de la ville, et souvent dans les films, on se rend compte. Là même dans le dernier Lego Batman, que j'ai vu avec plaisir d'ailleurs, c'était marrant, dans le Lego Batman, il y a la maison de Batman en fait, c'est un immense château qui est en dehors de la ville. C'est pas un hasard, et on voit en fait que tu vois, l'imagerie médiévale elle opère dans plein de super-héros. Il y a aussi l'imagerie du chevalier positif ou le chevalier détourné. Le chevalier a priori c'est plutôt une imagerie conservatrice et tout, voilà, donc les valeurs traditionnelles et tout. Mais il y a des auteurs de comics, et c'est pas les premiers à l'avoir fait. Moi je montre même des images où il y a des groupes de gauche qui font ça, qui détournent l'imagerie du chevalier. Mais qui vont détourner l'imagerie du chevalier en disant voilà, le chevalier ça peut être positif, en fait, parce que le chevalier c'est celui qui lutte pour la justice, donc la justice sociale. Oui, qui défend aussi la veuve et l'orphelin. Voilà. Et donc, par exemple, Captain America, qui est clairement un personnage antifasciste dès le début, en fait, il est perçu il a été créé comme un chevalier, mais un chevalier en fait démocratique ou progressiste en fait. Et c'était créé par deux auteurs qui sont des auteurs juifs américains, qui en fait, ça leur permet aussi de faire une espèce de pied de nez aussi au nazisme en disant en fin de compte
les vrais chevaliers, c'est pas vous les Prussiens, c'est pas vous les Allemands de la vieille aristocratie allemande. Les vrais chevaliers, ce sont nous les Américains, en fait, qui sommes des progressistes, en fait. Voilà. Donc tu te rends compte, en fait, que, encore une fois, le médiévalisme, il joue à plein dans le super-héros. Il y a plein de passages où on se rend compte que voilà, les super-héros sont classés, ou en tout cas utilisent ou détournent l'imagerie médiévaliste. Et quel est le contexte politique de naissance des super-héros? Au début, en tout cas, parce qu'après, ça change. Parce que après, le problème, c'est que déjà, il faut définir super-héros, il faut définir. Parce que alors, tiens, on va commencer par là, en fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner une définition du super-héros? Et est-ce que le super-héros est différent du surhomme, par exemple? Alors, le truc, c'est que le super-héros, pour moi, j'essaie de le définir parce que c'est pas une question si simple que ça. Parce que c'est un peu comme le rock'n'roll, tu vois. Comment est-ce qu'on définit le rock'n'roll? Le rock'n'roll, est-ce que c'est un groupe avec une guitare, une basse ou une batterie? On s'aperçoit qu'en fait, les premiers enregistrements, il y a des saxos par exemple, donc c'est toujours compliqué, quoi. Donc, c'est pareil, les super-héros, est-ce que c'est un type masqué? Il y a des super-héros qui sont pas masqués. Est-ce que c'est un type qui a des super-pouvoirs ou une femme qui a des super-pouvoirs? Tous les super-héros n'ont pas de super-pouvoirs, donc voilà, donc c'est... Voilà, identité secrète ou pas, il n'y en a qui n'ont pas d'identité secrète, donc voilà, donc c'est très compliqué. A priori, moi je prends, et là c'est là encore une fois, le médiévalisme ça joue, et je trouve que c'est un biais qui était intéressant parce que les super-héros c'est l'incarnation de l'homme moderne, perçu comme un surhomme, c'est-à-dire en fait que l'homme moderne est perçu comme pouvant s'extraire de structures qui sont des structures fixes, où tout est déterminé par Dieu, où tout est déterminé par la naissance. Hein. En gros, tu nais dans une classe, voilà, donc tu nais noble ou tu ne nais pas noble, voilà. Donc, et c'est l'homme moderne, à contrario, c'est quelqu'un qui est libre, c'est un individu libre, et donc qui peut faire ce qu'il veut, tant qu'il a envie de le faire. Ça, c'est le discours, on va dire, un peu classique et tout, quoi. Et donc le super-héros, c'est un peu perçu comme ça. C'est quelqu'un qui, grâce à ses propres efforts, est capable de dépasser sa condition, en fait. Et c'est pour ça que, pour moi, je ne suis pas le premier à le dire, hein, voilà, donc Umberto Eco en parle un peu, Xavier Fournier aussi dans ses livres, il en parle. Un des premiers modèles de super-héros, si on regarde bien, c'est Monte Cristo. Parce que Monte Cristo, c'est quelqu'un qui il est enfermé déjà à la Restauration. Hein, il est enfermé en 1815, hein, donc il est mis dans un château médiéval. Il s'échappe du château médiéval, et là, en fait, il prend une identité secrète pour se venger. Et il devient, en fait, alors qu'il part de rien, en fait, il devient hyper puissant, quoi. Et donc, quelque part, tu as un peu cette... Gramsci même l'avait dit, d'ailleurs. Hein, Gramsci, quand il avait écrit des trucs sur Antonio Gramsci, quand il avait écrit des trucs, justement, sur Monte Cristo, il a dit, pour moi, c'est l'incarnation du surhomme, en fait, de Gramsci. Donc, Monte Cristo. Et donc, il y a un peu cette idée-là. En fait, et souvent, les super-héros, c'est un peu ça. C'est que ils sont aidés par la science, hein, ils sont aidés par la technologie et tout, mais en fait, en fin de compte, quand on prend des gens comme Iron Man ou Captain America, en fait, c'est des individus qui dépassent leurs conditions, en fait, parce qu'ils sont complètement libres, en fait. Hein. Donc il y a vraiment cette espèce d'image qui est très forte, en fait, hein, chez les super-héros. Et moi, pour moi, je définis ça comme ça. C'est une définition qui en vaut une autre, hein, mais il y a vraiment cette idée, voilà, c'est l'homme moderne absolu, en fait, voilà. Quelqu'un qui dépasse complètement, qui est affranchi des conditions de l'humanité normale. Oui, d'ailleurs, la modernité qui n'est pas du tout corrélée avec forcément la technologie ou la science. Oui. Mais en fait, en fin de compte, tu vas voir aussi, parce que le surhomme, on a une image biaisée, parce que c'est un concept qui est utilisé par les nazis, hein, notamment. Mais les nazis, c'est le surhomme racial. C'est toute une race est supérieure à une autre. Tu vois, l'idée du surhomme moderne, c'est pas la même chose. Tu vas même la voir chez les gens. Pour ça, dans le bouquin, je mets une citation de Trotsky, par exemple, parce que Trotsky parle du surhomme, en fait. Hein, donc, voilà. Et même dans la traduction anglaise, la traduction, c'est Superman, en fait. Voilà, donc, et il dit, en gros, grâce à la science socialiste, évidemment, hein, on va un jour créer des humains qui seront des surhommes, en fait. Parce que la science va les libérer des conditions normales, va les libérer de la maladie, libérer de la peur, de choses comme ça et tout. Donc, et donc il dit, je crois, je cite de tête, hein, Trotsky dit on aura des Marx, des Marx ou des Aristote, ça sera commun, en fait, voilà, tout le monde sera un génie, voilà. Donc, et il y a vraiment cette idée-là, en fait. Hein, donc, en plus, c'est corrélé aussi avec le fait de pouvoir, par exemple,
partir dans les étoiles, hein, avec tout le discours justement sur l'idée, parce que l'idée de surhomme chez les super-héros c'est très lié à la science-fiction, donc l'humain va pouvoir s'arracher à la gravité de la Terre. Donc là c'est une imagerie qui est très parlante. Et Superman évidemment, un de ses pouvoirs, même si au début il peut pas voler, il saute en fait, hein, mais un de ses pouvoirs c'est de pouvoir s'arracher à la gravité de la Terre. Donc voilà, c'est quand même très parlant, quoi. Donc, Parce que l'autre chose qui est intéressante dans ton livre, c'est qu'on s'aperçoit que le super-héros, c'est pas forcément quelqu'un de positif. C'est pas forcément quelqu'un qui a envie de rétablir une espèce d'équilibre dans la société, et que suivant les époques où ils naissent, ou même comme ils évoluent énormément, hein, les époques où ils sont repris par certains auteurs, ils peuvent avoir une face très sombre. Alors ça arrive plutôt après, quoi. Mais en fait, il y a deux choses. Déjà, c'est clair que par exemple, dans les années 30, quand les super-héros créent, il y a vraiment un côté très optimiste, hein, chez les super-héros, en disant voilà, en gros, parce que c'est les auteurs qui créent ça, c'est des gens qui viennent de milieux populaires, souvent des gens de milieux immigrés, qui ont peur en fait du fascisme qui est en train de monter, voilà, du totalitarisme et tout, et qui se disent il faut qu'on crée, le but c'est de donner encore espoir en fait on a encore espoir dans le progrès en fait en fin de compte. Hein, voilà. C'est clair, par exemple, quand tu crées des super-héros dans les années 80, là d'un coup, tu vois, on est un peu à la fin, en tout cas à un moment de creux par rapport aux idées, aux grands, enfin même à une fin des grands mythes, des grandes idéologies et tout. Hein. Là on crée pas les mêmes super-héros, quoi. Donc, mais par contre, tu vas avoir dès le début, hein, une espèce de, tu vois, il y a quand même l'idée dès le début que ouais, la modernité ça peut devenir un peu sale, quoi. En fait, ça peut vite partir en vrille, quoi. Parce que par exemple, quand Siegel et Shuster qui ont créé Superman, leur premier projet, leur premier Superman en fait, qui crée en 1933 dans un fanzine de science-fiction, c'est un Superman négatif en fait. Hein. C'est une espèce de super Hitler qui contrôle les gens avec la pensée et tout, donc tu vois. Donc c'est pas, tu vois, c'est quelqu'un d'ambigu, quoi. Mais ils vont plutôt lancer plutôt une mode super héroïque, voilà, plutôt voilà, avec un personnage très positif. Et mais il y a quand même l'idée que Superman il est quand même hyper puissant, et donc cette hyper puissance, ça peut partir vraiment en cacahuète. En fait, il peut détruire des continents entiers, Superman. Quoi. Donc qu'est-ce qui se passe quand il se lâche, quoi. Donc, et ça c'est plus tard qu'on va se poser ce genre de questions. Mais pour moi, une des grandes, et moi c'est pour ça que je consacre un chapitre entier à cette BD, parce que je trouve que c'est important, c'est je le sors de la couve là, donc l'Escadron Suprême, hein, donc c'est une BD des années 80 qui est sortie en France dans Speedy. L'Escadron Suprême, en fait, c'est une espèce d'imitation de la Justice League, parce que ça, c'est une publication Marvel, hein, donc c'est une imitation de la Justice League de DC Comics. C'est là vraiment, c'est Superman et ses copains qui prennent le pouvoir. Et voilà, ça suffit les conneries, il y a trop de guerres, il y a trop de morts, il y a trop de famine, on prend le pouvoir, on va établir une utopie. Et donc c'est un des premiers romans graphiques, en fait, sans en avoir le terme, de super-héros, avant même les Watchmen, qui pose une question foncièrement politique, genre qu'est-ce qui se passe quand des surhumains prennent le pouvoir. Je vous laisse découvrir. Dans ton bouquin, on voit très très bien que les grands événements historiques mondiaux influencent les super-héros. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner quelques jalons comme ça et quelques super-héros qui arrivent? Ce qui marque, le premier truc, c'est la Seconde Guerre mondiale, en fait. Hein, donc, parce que les super-héros ne naissent pas au moment de la Seconde Guerre mondiale, hein, ils naissent un petit peu avant, mais c'est dans la montée du fascisme. Hein, puis après, on pourrait parler des bords de la Seconde Guerre mondiale, parce que ça commence quand? Est-ce que ça commence en 1933, en 1937, voilà, donc, avec l'invasion de la Chine, enfin, voilà, donc il n'y a pas... Donc, c'est dans cette il y a aussi une peur de la montée du fascisme chez les super-héros. Donc, sachant que les États-Unis ne sont pas à l'abri, parce qu'il y a des grandes manifestations, il y a des grands meetings nazis, pro-nazis. Les auteurs de Captain America, ils en parlent en fait. Ils disent voilà, nous on avait peur, en tant que juifs, on voyait des milliers de nazis défiler dans New York, quoi. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Donc évidemment, il y a cet aspect-là, quoi. Donc ça, c'est un premier jalon qui est très important. D'autres jalons, je pense qu'il y a la mort de Kennedy qui a quand même pas mal joué. Il y a les années 60 avec tout le mouvement contestataire et tout qui joue beaucoup dans les super-héros parce que ça a beaucoup inspiré les super-héros, ils ont vachement joué là-dessus. Parce que les premiers super-héros noirs arrivent à ce moment-là à peu près. Voilà. Mais il y a un autre jalon qui est très important aussi, c'est le Vietnam en fait. Je pense que la guerre et la défaite américaine au Vietnam a beaucoup joué. Alors en quoi elle joue sur l'histoire des comics? Par exemple, ça va devenir un peu plus dark, hein, déjà.
Et puis ça va lancer des personnages qui sont des personnages plus violents, par exemple. Derrière laquelle on comprend qu'il y a l'image du vétéran qui vient des États-Unis. Wolverine, hein, Serval en français, hein, Wolverine, il apparaît à peu près à ce moment-là, il apparaît en 74. 73, c'est la fin de l'engagement américain au Vietnam. Hein, donc le Punisher, c'est pareil. Et le Punisher, c'est exactement, le Punisher, c'est l'image même en fait. Hein, donc, comics des années 80, le Punisher, mais c'est l'image même du vétéran. Et c'est dit dès le début, hein, c'est un vétéran qui revient en fait, c'est pas dit ouvertement du Vietnam, mais on comprend qu'il vient du Vietnam, et qui dit en gros, moi j'en ai marre du crime aux États-Unis, en fait, je vais régler ça à ma manière, quoi, en fait, hein. Moi j'ai défendu ce pays à l'extérieur, le pays va mal quand je reviens, donc je vais prendre mes méthodes et puis je vais les appliquer dans la rue. Oui, en plus, Punisher, il n'a pas vraiment de super pouvoir. Ce qui est important, c'est qu'il est armé. Les super-héros, ils ne sont pas armés normalement. Lui, il a des armes à feu, quoi. Donc, et là, par contre, c'est très nouveau, quoi. Et donc là, en plus, on a tout un c'est à ce moment-là aussi que commence à apparaître aux États-Unis le débat sur les armes à feu et tout. Donc c'est un personnage qui est qui s'inscrit vraiment dans cette époque-là, quoi. Donc, et ce qui est assez fascinant, c'est que au départ, le Punisher, c'est un personnage qui est négatif. C'est un super vilain, en fait, hein, quasiment, même si c'est un super vilain qui est un peu on sent qu'il y a un bon fond, machin et tout, mais c'est quand même quelqu'un qui essaie de tuer Spider-Man. Et à partir des années 80, ça devient un personnage très positif, parce que ça devient un personnage qui est apprécié, y compris par les gens, par des conservateurs, en fait, hein, qui disent, voilà, c'est notre super-héros à nous, quoi. Donc, et dans les années 80, le Punisher, il a 3 séries de comics qui sont consacrées au Punisher, donc c'est énorme. C'est-à-dire que le personnage est très populaire. Et en plus, au début des années 90, il y a les premiers films Punisher qui apparaissent, quoi. Donc c'est un des premiers super-héros qui a une adaptation cinématographique, hein. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que c'est un personnage qui est très conservateur, même encore aujourd'hui, hein. Il plaît beaucoup aux conservateurs, évidemment aux fans de la NRA et tout, parce que voilà, c'est le type, il a 200 flingues chez lui, donc voilà, donc c'est... Et il s'en sert. Il s'en sert, voilà, et puis il s'en sert, voilà, et puis évidemment, il tue des gens, quoi, donc c'est un personnage aussi qui interroge la figure du vétéran, qui est très importante aux États-Unis, hein. Donc je rappelle qu'il y a 20 millions de vétérans aux États-Unis, donc voilà, c'est énorme en fait, hein. C'est quasiment 7% de la population. C'est une figure qui est très importante parce qu'on se préoccupe beaucoup des vétérans, hein. Aux États-Unis, il y a une fête nationale des vétérans, le Veterans Day. Le Punisher interroge ça aussi en disant, voilà, est-ce qu'on s'occupe vraiment bien des vétérans, voilà, donc est-ce qu'on a bien raison d'envoyer des gens comme ça combattre dans des pays extrêmement lointains pour des guerres qui sont toujours, qui sont un peu, voilà, dont les motivations sont pas très claires et tout. Donc le Punisher sert aussi à interroger ça, quoi. Et c'est extrêmement intéressant. Mais là où c'est encore plus fascinant, c'est que le Punisher, il sert aussi maintenant dans les forces armées. C'est-à-dire que dans les forces armées, il y a des soldats qui arborent en fait le symbole, donc la tête de mort du Punisher, en fait, hein. Ça sert maintenant de symbole dans des forces armées. Le plus connu évidemment, c'est Chris Kyle, hein, donc le fameux American Sniper. Quand on lit sa bio, il en parle du Punisher, il dit voilà, nous on mettait le symbole du Punisher pour faire peur en Irak aux populations et tout, pour dire voilà, nous on est là pour vous terrifier, on est là pour établir l'ordre et tout. Et si vous nous tirez dessus, on vous fume, voilà. Donc je paraphrase à peine, hein, quand on lit le bouquin de Chris Kyle, c'est à peu près ce qu'il dit. Donc, et c'est repris même dans le film de Clint Eastwood, hein, où même on voit un type en train de lire un comics Punisher. Donc, j'ai trouvé des symboles de ça dans des forces armées, par exemple des milices irakiennes qui reprennent ça et tout, et aussi dans la police. Le créateur de Punisher, hein, je crois que c'est Gene Colan, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais je suis quasiment sûr, mais c'est à vérifier, mais il a même dit sur Twitter, quand il a vu qu'il y a des policiers qui prenaient les symboles du Punisher, il a dit non, par contre les gars, voilà, on va se calmer, quoi. Le Punisher, je vous rappelle, c'est un peu un sociopathe, quoi. Donc ne faites pas ça, quoi. Mais ça en empêche, il y a des policiers, y compris en France, hein, qui reprennent le symbole du Punisher. Et ça pose des questions aussi, voilà. Donc d'autant plus qu'il y a un débat aux États-Unis qui est très important sur la militarisation de la police, hein. D'autant plus qu'il y a beaucoup de vétérans après, quand ils reviennent des conflits, qui deviennent policiers. Donc tu vois, c'est des questions qui sont brûlantes en fait, hein. Voilà, le Punisher, ça interroge quand même beaucoup, hein. Donc tant par ses usages, c'est là où c'est marrant, moi c'est un truc que j'insiste beaucoup là-dessus. L'usage politique, c'est pas que les auteurs. Les auteurs, tu vas avoir un usage politique conscient de la part des auteurs, inconscient parfois, hein, mais tu vas avoir aussi une réception politique et des transformations politiques par le public. Donc le public va s'emparer d'un personnage
et parfois va le transformer à sa sauce. Ce qui après va avoir une influence aussi sur les auteurs. Ils vont se dire, ouais, on va peut-être faire ça parce que ça plaît au public. Donc tu vois, donc c'est une espèce de cercle assez intéressant, quoi. Donc, Oui, ce qui est intéressant, c'est dit dans ton livre, mais c'est pas forcément le cœur du bouquin, c'est que le lecteur a une extrêmement grande proximité avec ces super-héros. C'est-à-dire des gens qui n'existent pas, des gens qui... Les fans, ils ont... Quand il y a eu Marvel a fait en 2017, ils avaient fait un projet de comics. Avec une grosse firme en fait, d'industrie, de l'armement et tout, à la gloire de cette boîte-là, qui servirait de recrutement pour la firme, quoi. En créant même une équipe de super-héros exprès, en disant voilà, en gros, c'est des employés de cette firme-là qui deviennent des super-héros, quoi. Donc, il y avait la New York Comic Con, hein, donc une grande convention de comics qui était prévue. C'est sorti à ce moment-là, et en fait, les fans, ils ont commencé à gueuler, en fait, dans la convention et sur Twitter, en disant c'est quoi ce délire, quoi. C'est pas les super-héros qu'on connaît. Parce que, évidemment, la plupart des super-héros s'opposent justement à tout le côté militariste et tout, quoi. Voilà, même Iron Man, en fait, interroge vachement ça, en fait, hein, tu vois. Donc, Iron Man, c'est quand même un fabricant d'armes qui, au bout d'un moment, se dit non, mais fabriquer des armes, c'est pas génial non plus, quoi. Donc, ce qui fait que Marvel se dit ok, on le fait pas, quoi. Donc, il y a vraiment il y a vraiment un investissement qui est politique, en fait, de la part des fans. C'est pas nouveau, en fait, hein, le fandom dans la SF, en fait, hein, et dans la fantasy, il est très important, en fait, hein, donc, Dans les super-héros, pareil, j'ai découvert que les premiers cosplays, c'est des super-héroïnes américaines. Alors, c'est pas les premiers cosplays, ils apparaissent en 1939, dans la première convention de SF aux États-Unis, à New York, pour lequel, d'ailleurs, il y a un numéro spécial de Superman qui apparaît, parce qu'à l'époque, la SF est très liée aux super-héros, en fait, hein, donc... il y a les premiers cosplays, en fait, en tout cas les pré-cosplays qui apparaissent. Donc c'est très très ancien, en fait. Mais les cosplays vont se développer notamment à partir des années 70, où là il y a une espèce d'explosion de ce qu'on n'appelle pas encore le cosplay, où il y a des gens qui vont s'habiller en super-héros, quoi. Donc, mais ça a même commencé avant, parce que par exemple, il y a... on n'avait pas la photo, donc je ne l'ai pas mis dans le bouquin, mais Andy Warhol, quand même, en 66, dans le magazine Esquire, avec Nico, donc la chanteuse Nico, qui après va accompagner le Velvet Underground, il s'habille en Batman et Robin. Andy Warhol en Robin et Nico en Batman. Ça, on pourra en parler, ça c'est le côté un peu LGBT de Batman, quoi. Mais c'est fascinant, encore une fois, de voir cette espèce d'investissement, de détournement, d'investissement, qui sont très politiques, en fait. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça, mais oui, évidemment. Voilà, dans l'Amérique des années 70, s'habiller comme ça en guerrière et tout, c'est pas rien, quoi. Donc, dans les choses politiques, j'ai découvert, je connaissais pas du tout, je pense à Namor par exemple, qui est un super-héros sous-marin, voilà. Où là il y a quasiment de l'écologie en fait. Il y a de l'écologie, il y a l'anticolonialisme et tout, anti-super-héros. On dit, on a beaucoup dit, les anti-héros dans les comics, ils apparaissent dans les années 80. Non. Ils apparaissent en octobre 39, dans Marvel Comics numéro 1, avec Namor, le prince des mers, qui est, alors là, c'est un grand run, hein, donc là c'est à l'époque des années 60, hein, donc même si c'était republié en France, hein, mais c'est, parce que Namor c'est quelqu'un qui va s'opposer, qui a une espèce de rapport d'amour-haine en fait avec les super-héros, parce qu'il s'oppose aux super-héros, au début il s'oppose à la première torche humaine, et après il va s'allier à lui pendant la Seconde Guerre mondiale pour lutter contre les nazis. Ce qui fait un peu le parallèle avec les militants anticolonialistes, qui pour beaucoup vont dire bon, ok, on met notre lutte entre parenthèses pour lutter contre le nazisme en fait. Donc, et puis après en effet qui va devenir aussi et qui dans les années 60 va revenir et qui là pour le coup va se transformer en une espèce de prince écolo qui veut protéger les océans contre la pollution. Donc c'est extrêmement, voilà, c'est un personnage qui est fascinant en fait, hein, donc, et qui encore aujourd'hui est un personnage qui est très ambigu en fait, hein, qui peut parfois prendre le parti des super-héros et qui peut au bout d'un moment vraiment se fâcher et dire voilà, vous commencez un peu à me gonfler, quoi. Donc ça c'est un personnage vraiment fascinant, quoi. Donc, et on t'a déjà parlé ailleurs de tous les super-héros noirs, donc c'est quelque chose d'important. Ouais. Il y a d'autres super-héros, alors je sais pas si c'est vraiment des super-héros, sont les X-Men, ouais. qui là interrogent carrément le rapport à des gens différents, ouais. Ou handicapés, parce qu'il y a des sortes d'aveugles, des sortes de gens qui n'ont pas de jambes. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a un regard sur l'autre qui est très puissant.
Ça c'est tout. Tu vois, dès le début, de toute façon, quand les X-Men ont été créés par Stan Lee et Kirby, en fait, dans les années 60, on comprend assez rapidement que ça s'inscrit dans les super-héros progressistes, en fait. Hein, et on comprend assez rapidement qu'en gros, les X-Men, c'est la lutte des droits civiques, en fait, concrètement. Mais pas que ça, mais voilà, en tout cas. Et la force des X-Men, c'est que, bon, même si au départ, les X-Men, c'est tous des jeunes blancs, en fait. Hein, voilà, donc, parce que on est 2 ans avant l'invention de Black Panther, de la Panthère Noire, qui apparaît en 1966, hein, donc 2 ou 3 ans, je sais plus. Enfin bon, mais quoi qu'il en soit, mais assez rapidement, les X-Men, hein, notamment à partir des années 70, c'est un premier groupe international en fait. Hein. Tu vas voir Colossus, c'est un Russe, dans les années 70. c'est pas rien quoi. Tornade, c'est une Africaine. Noire, donc c'est une femme noire. Donc, Wolverine, c'est un Canadien. Voilà, donc il y a aussi au départ, il y a un Irlandais et tout, donc, avec Banshee et tout. Donc voilà, et ça interroge la différence parce qu'en effet, en plus, généralement, c'est des gens qui ont des handicaps ou en tout cas, ils sont différents. Hein, voilà quoi. Donc, et ça, après, c'est tout le génie de Claremont en fait qui va jouer là-dessus et qui va même transformer un super vilain très classique comme Magneto. Qui au départ, quand on regarde bien Magneto, en fait, c'est une espèce de nazi, en fait. Hein. Il dit voilà, les mutants, c'est des supérieurs, il faut qu'on règne sur le monde, et qui va le transformer en rescapé des camps de la mort. Et là, c'est génial, en fait, là. Parce que là, tu comprends, en fait, déjà, ça donne une densité phénoménale au personnage, tu comprends pourquoi il veut protéger les mutants. En disant voilà, je veux pas qu'il arrive aux mutants ce qui est arrivé aux juifs. Et en sachant que Claremont lui-même, voilà, c'est quelqu'un qui est très influencé par ça et tout, qui a été très marqué par ça. Et dans les années 70, il a été dans un kibbutz et tout, donc voilà. Donc, et puis voilà, ça transforme Magneto, en fait, ça donne une espèce de densité phénoménale à Magneto. Et puis après, là pour le coup, ça transforme complètement les X-Men. Puis en plus, il y a aussi l'apparition de la super-héroïne qui s'appelle Étincelle en français, donc voilà, Shadowcat en anglais, hein, qui est une jeune juive et tout. Donc ça donne une dimension, voilà, toute une réflexion sur le racisme dans les X-Men et tout, qui est absolument génial. Quoi, donc, et les séries durent tellement longtemps d'ailleurs qu'en fait, les évolutions sont permanentes, ça s'arrête. Ah oui, puis t'as des morts, puis après tu comprends en plus que. Puis t'as aussi dans les X-Men que tu vas avoir par exemple les Sentinelles qui sont une espèce de robots anti-mutants, qui sont des robots en fait qu'on prend racistes et tout, qui sont montés par des racistes et tout. Donc tu vas avoir aussi l'apparition de Genosha, qui est une espèce de référence très claire à l'Afrique du Sud et tout. Donc voilà, donc là les X-Men, pour le coup les X-Men c'est peut-être c'est pas la plus politique des séries, mais c'est très 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 politique quoi. Donc, et en plus scénaristiquement c'est génial en fait. Hein. Il y a des grands runs pour les X-Men. Hein. L'autre chose, mais ça on en avait parlé déjà avec le roi Arthur, c'est que les super-héros déplacent tous les curseurs, y compris celui de la sexualité. Et Batman, il y a eu des bruits, on va dire, sur la sexualité de Batman. Ça, mais les super-héros des années 2000, 2010, deviennent ouvertement gays s'il le faut. Oui, même au-delà de ça, parce que même tu vas avoir maintenant des super-héros trans et tout, tu vas avoir des super-héros pansexuels comme Deadpool. Bon, alors Deadpool il compte pas parce que c'est n'importe quoi Deadpool, mais bon, Deadpool je pense qu'il verrait une boîte de conserve, il couchera avec, enfin voilà, donc voilà, c'est un peu ça, mais bon, Deadpool c'est un personnage humoristique quoi, mais voilà, enfin, mais c'est assez. En effet, là, l'évolution, en plus, depuis une dizaine d'années, elle est phénoménale. Hein, là, parce que maintenant, tu vas avoir dans des films, ouvertement, des personnages qui sont LGBT, en fait. Donc, dans des séries, par exemple, dans tout ce qui est Arrowverse, hein, Legend of Tomorrow, des choses comme ça. Mais ça commence ouvertement dans les années 80 dans les comics. Hein, même si ça a du mal à percer, ça perce vraiment à partir des années 90. Hein, donc. Mais voilà, mais ça c'est une évolution. Après, en effet, là c'est un débat qui est sans fin parce qu'on ne saura jamais réellement. Même si, encore une fois, c'est là où, encore une fois, je reviens à ce que je disais par rapport au public. Le public a pris, en tout cas dans le milieu gay, Batman a été pris comme un super-héros gay en fait. Alors ce qui détonne un peu aujourd'hui, puisque Batman aujourd'hui c'est un peu l'image du dark justicier, voilà, genre Batman, voilà. Bon, dans les années 60, c'est un personnage complètement kitsch, complètement camp, très coloré et tout. Alors je mets des couves dans le bouquin
où tu vas avoir le Batman arc-en-ciel, tous les costumes de toutes les couleurs, qui s'habille en rose et tout, voilà, donc ça c'est un épisode de 57 et tout. Bon, on sait pas, les auteurs sont décédés, donc on sait pas ce qu'ils ont voulu dire voilà, on sait pas si c'était un clin d'œil, si c'était, évidemment à l'époque on pouvait pas le dire ouvertement, donc c'était même illégal dans plein d'états, donc c'était pas mais bon, on ne sait pas. Le fait est que, en tout cas, une partie du public LGBT s'en est emparé à l'époque, tout ce qu'on appelle la subculture gay s'en est emparé de Batman, et donc c'est devenu à l'époque, et même encore aujourd'hui, pour certains, en fait, il y a même eu des pornos Batman, en fait, voilà, des pornos gay Batman, donc c'est devenu une icône LGBT, quoi. Donc, mais l'autre chose intéressante, c'est que la majorité du public s'en est pas ému, parce que ça a eu un succès. De toute façon, le truc c'est que je pense que la subculture gay à l'époque, tout le monde n'avait pas les codes, justement c'était une subculture, donc les codes il fallait les avoir pour comprendre, donc c'est un peu comme certains westerns où en fait voilà, quand des cow-boys jouaient avec leurs flingues, voilà, il fallait avoir la subculture pour comprendre qu'on parlait de parler d'autre chose, quoi. Donc, mais non, en effet, à l'époque Batman, de la série Batman des années 60, alors que c'est une série en fait, en fin de compte, qui a une imagerie assez gay, il y a même Liberace qui joue dedans, en fait, voilà, donc voilà, d'ailleurs Liberace à l'époque, personne dans le grand public soupçonne qu'il est gay, en fait, donc, alors qu'en fait il était, je veux dire, quand tu vois une vidéo de Liberace des années 60, tu comprends vite qu'il était gay, quoi, donc, mais bon, le truc c'est que Batman, en effet, c'était perçu comme la série pour les mômes, la série pour la jeunesse et tout, voilà, donc, mais néanmoins, dans la subculture gay, en fait, on comprenait parfaitement ce qui se jouait là, en fait, donc Batman, voilà, qui était habillé, en plus l'acteur qui joue Batman, Adam West, c'était pas du tout l'hyper musclé et tout, c'est un mec très rond, très coloré, tu vois, et tout, qui a un déguisement de carnaval, voilà, et qui se voit à 10 bornes et tout, il a un peu de bide en plus, voilà, donc c'est pas du tout le super-héros d'aujourd'hui. En lisant le chapitre sur Batman, j'ai pensé aussi à Zorro, la série télévisée Zorro, où il n'a aucune aventure avec les femmes, du flirt, mais il a un rapport assez spécial avec son domestique, et lui aussi il a des costards. Ça me fait penser au sketch des nuls, tu sais, genre ta braguette est ouverte, voilà, avec Zorro, voilà. C'est un peu ça. Il a des costards brodés, puis bien sûr. Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Tu vois, on ne sait pas, on n'a pas, les auteurs de l'époque sont plus là et tout, on ne sait pas du tout, on ne sait pas qui, parmi les scénaristes et tout, s'il y a un mec qui ont voulu laisser passer des petits messages comme ça, ou si à l'époque concrètement c'était tellement, voilà, enfin, c'était tellement inconscient que ça se trouve c'est même inconscient, quoi, on n'en sait rien, quoi. Donc on peut que pointer ce fait-là et émettre des hypothèses. Alors on a beaucoup parlé donc, des super-héros américains pour l'instant. Il y a une chose qui n'est pas dans ton livre, parce que a priori ça n'existe pas, c'est les super-héros européens. Or, quand on réfléchit bien, on peut se dire que par exemple Judge Dredd, c'est une sorte de super-héros, un anti-Punisher. De toute façon, ça a été écrit dans des comics anglais pour le coup, donc voilà. Donc, mais là, c'est plus parce que les Anglais, ils ont produit des super-héros en fait. Donc voilà, Captain Britain par exemple. Mais c'est plus des publications américaines qu'on publie en Angleterre, quoi. Par contre, les super-héros européens, ça je renvoie au livre, très bon livre, de Xavier Fournier, Super-héros d'histoire française. Xavier qui m'a fait l'amitié de me faire une belle préface en plus, donc voilà. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en fait on se rend compte qu'il y a eu une tradition super-héroïque française. Quelque part, pour certains, un des premiers super-héros, c'était le premier super-héros, c'est le Nyctalope en fait, donc, qui a été créé dans des feuilletons en fait, notamment qui était publié dans le Matin, je crois, donc dans la presse française dans les années durant l'entre-deux-guerres, donc même si après l'auteur pendant la Seconde Guerre mondiale il est un peu parti, il est un peu dévié, voilà, donc il est un peu parti dans le mauvais camp, quoi, mais voilà, mais après le truc c'est que donc il y a eu des proto-super-héros en France. Mais par contre, c'est clair qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est terminé, ça. Et ça, la question, c'est pourquoi. Il y a plusieurs choses qui expliquent ça, et Xavier l'explique mieux que moi, enfin, donc je renvoie encore une fois à son bouquin. A priori, la première chose, c'est déjà la peur de la culture américaine.
Là, il y a tout un truc hein, sur la loi de 49, hein, en gros, pour dire voilà, on empêche concrètement, on favorise la BD française déjà. Donc, et donc évidemment, la BD. Parce que Superman a été traduit en France assez rapidement. Hein. Il a été traduit non pas sous le titre de Superman, hein, mais il a été traduit par Spirou, je crois, et par une autre publication française dont j'ai oublié le nom. Alors il y en avait un je sais plus qui avait appelé Superman Mark l'Hercule moderne, voilà. Donc et l'autre avait appelé Superman Yordi, voilà. Donc c'est voilà, parce que Superman à l'époque Superman, toi c'est intraduisible à l'époque, hein, donc voilà. Donc ça apparaît en 39, hein, 39-40, hein, donc voilà, donc c'est très tôt en fait. Hein, donc, mais évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est plus publié. Et puis quand ça revient en 45, bah non, en fait il y a un blocage parce qu'il y a une espèce de crainte à la fois de la part de la presse catholique et de la presse communiste en fait. Hein, donc il y a vraiment les deux côtés en fait refusent, hein, les deux, la droite et la gauche en France refusent vraiment les publications américaines. Et ça touche pas que les super-héros. Il y a aussi par exemple Prince Vaillant que je connais bien évidemment qui est bloqué aussi. Voilà, donc ça c'est l'explication. L'autre explication c'est à mon avis qui est pas à négliger, c'est qu'évidemment Surhomme 45 ça le fait pas quoi. Voilà, quoi. Et là évidemment on associe en France aussi l'idée de Surhomme au nazisme en fait. Hein, donc, et non ça le fait pas. Quoi. Donc voilà, donc il y a un blocage qui va durer qui dure dans les années 60, même quand les super-héros reparaissent avec des revues comme Fantasque et tout, il y a des problèmes en fait. Hein. Il y a la censure qui tombe en fait assez rapidement. Donc, et même dans les années 90, hein, même certains Strange et tout, il y a encore des planches qui disparaissent hein, parce qu'il y a un peu de sang et tout. Genre, faut pas quoi. Donc, voilà, quoi. Oui, un de ceux qui met des super-héros, c'est Gottlieb, j'allais dire. Où lui, Super Dupont. Il se met carrément sur le. Mais là, c'est la parodie. La moquerie, quoi. Voilà, c'est la parodie. Mais bon, enfin. Mais ça se voit qu'en fait, de toute façon, eux-mêmes, tu vois que des auteurs comme Gottlieb, ils sont touchés par les super-héros. Hein. Donc, même, tu vois, enfin. Les héros de l'équinoxe. Hein, Valérian, en fait. Hein. Donc, Valérian et Laureline, voilà, n'oublions pas, parce qu'à l'époque ça s'appelait Valérian, mais il y a aussi Laureline qui est importante. Voilà, donc, dans cet épisode-là, qui est un des grands moments de Valérian, pour moi c'est peut-être mon album préféré de Valérian, hein, il y a clairement des parodies de super-héros en fait dedans, voilà, donc avec, je sais plus comment il s'appelle, l'espèce de super soviétique et tout, puis le super Conan fascisant militariste dedans, voilà, donc voilà, il y a des parodies de super-héros qui existent, mais tu vas avoir aussi, avoir aussi des tentatives hein, de créer des super-héros français avec Miton, hein, par exemple, ou l'Archer Blanc, des choses comme ça et tout, qui sont des espèces de... Après, moi je trouve qu'il y a... Mais c'est plus les années 80, ça, plutôt. Il y a des super-héros, pour moi c'est des sortes de super-héros qui rentrent un peu dans la définition que tu donnais au début, des gens qui s'extraient de leurs conditions, c'est Astérix et Obélix. Pour moi, ça, tu m'as posé la question. Et Lucky Luke, un homme qui tire plus vite que son ombre, qui est un homme absolument libre, qui vit seul dans la nature. Et Astérix, pour revenir à ça, Obélix, il tombe dans la potion magique, comme Spider-Man par exemple. Et juste pour finir, c'est dessiné par Goscinny, qui est un auteur juif, qui a biberonné beaucoup à New York avec des dessinateurs. Qui a vécu pendant des années à New York en fait, hein, donc dans les années 40-50 et tout, il était à New York en fait, donc il était proche de Mad et tout, donc voilà, donc c'est pas évidemment je pense qu'il était très nettement touché par ça. Astérix sur Lucky Luke, c'est compliqué. Je te répondrai oui et non, je vais faire une réponse de Normand, mais voilà, donc parce que oui, mais il manque l'aspect moderniste en fait, tu vois, l'aspect futuriste que tu peux avoir chez beaucoup de super-héros. Et pour Astérix, c'est un peu la même chose, mais je pense qu'Astérix, c'est presque un produit un peu bâtard, quoi. C'est à la fois un truc super-héroïque, et en même temps, il y a... Alors je sais que parfois il y a des gens ça fait hurler quand je dis ça, mais pour moi c'est une évidence, c'est de la fantaisie. C'est de la fantaisie. Je veux dire, c'est le truc typique de fantaisie, c'est la société qui veut pas se moderniser. Parce que là, pour le coup, le modernisme, il est du côté des Romains. Ouais, tu vois, absolument. qui veut pas se moderniser, qui vit dans un village au milieu d'une forêt. Et c'est un village qui est un peu figé, quoi. C'est une société qui est figée. Et donc, limite, tu fais la comparaison avec la comté de Tolkien, en fait. Hein, tu vois. Moi, pour moi, c'est une telle évidence, tu vois. Puis il y a le côté magique, tu vois.
c'est une potion magique, c'est pas de la science. Ouais, Tu vois, et donc c'est là où c'est. ouais. Et donc je pense que c'est comme pour moi les Schtroumpfs, c'est de la fantaisie aussi, tu vois. Donc tu vois, il y a un peu ce côté genre village, on vit dans un endroit un peu reculé, magique et tout. Donc Et avec un enchanteur. avec un enchanteur, voilà. Donc Astérix, c'est une question compliquée. Je pense que c'est les deux, quoi, en fait, en même temps. Il y a un double, mais à mon avis, moi, je classerais plus ça dans la fantaisie. Ce qui dit beaucoup aussi justement de la France et de son rapport. C'est pour ça, c'est que parce que la France, il y a un peu le côté, on est plus, on est moins, le modernisme, il est moins fort en France, tu vois, qu'aux États-Unis où c'est vraiment genre, on va le passé, on le met loin, on vient. Le passé, c'est la vieille Europe. On a immigré maintenant, on construit un monde nouveau. La France, il y a toujours le côté, on s'attache un peu aux traditions, on s'attache au passé et tout, au roman national, voilà, donc aux Gaulois, voilà, donc et c'est pas un hasard si Astérix est né en 59, à un moment où on commence à s'apercevoir que les sociétés rurales, la société du rural, la société villageoise, qui était millénaire, qui était créée aux alentours du 9e, 10e siècle au Moyen-Âge, quoi, disparaît, tu vois. Que la France devienne un pays de plus en plus urbanisé. La France a été jusque dans les années 30 un pays majoritairement rural, hein, donc voilà. Donc, en 59, Astérix sort. En 66-67, il y a, j'ai oublié son nom, il y a un grand sociologue qui sort le bouquin La fin des paysans. Voilà, donc j'ai oublié son nom, je le retrouverai plus tard. Enfin, vous retrouvez-le. Ouais, on le retrouvera. Voilà, mais tu vois, donc c'est pas un hasard, tu vois. Ça, par contre, c'est plus un truc de fantaisie. La peur du monde moderne ou la réflexion par rapport à la critique du monde moderne, c'est plus de la fantaisie, tu vois. C'est pas moi je mets la dichotomie là, quoi. Donc je mets la séparation là. Donc c'est pour ça que pour moi Astérix, c'est plus de la fantaisie, c'est de la France qui est un peu qui face au monde moderne et qui en plus la France qui devient en plus par-dessus le marché une puissance secondaire, voilà, parce que même si De Gaulle c'est voilà, c'est encore genre la France et tout, mais admettons, voilà, c'est plus une superpuissance comme ça pouvait être durant l'entre-deux-guerres ou encore moins avant la Première Guerre mondiale, hein. Il y a deux superpuissances qui existent et c'est des pays neufs, tu vois, donc les États-Unis et l'URSS. Voilà, il y a quand même une espèce de voilà, la France, c'est plus le pays qui va toucher le monde entier, c'est le village en fait, qui essaie de résister en fait à un monde qui est globalisant, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'on est plus dans de la fantaisie chez Astérix. Mais ça pose, c'est une question qui est voilà, il y a peut-être des aspects super-héroïques chez Astérix et Obélix qui me semblent assez intéressants, quoi. Bah, je crois qu'on s'est presque tout dit. Après, il faut lire le bouquin. Oui. Parce que d'abord, il est passionnant, super bien écrit, très vivant. Et l'éditeur Libertalia a fait vraiment un super boulot. Ils font toujours un super boulot. Donc moi, je suis toujours très content. Voilà, moi, j'aime beaucoup leurs bouquins. Voilà. Puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a insisté pour mettre de l'icono. En fait, voilà. C'est important. Parler d'un truc comme ça sans mettre des images, c'est un peu dur, quoi. Donc, voilà, quoi. Ouais, c'est ça qui est important. Il y a beaucoup de couvertures, beaucoup de planches. Tous les exemples que tu cites sont illustrés par les. Je fais aussi des captures d'écran de films, évidemment, parce que les super-héros, c'est un genre multimédiatique, hein, donc voilà, donc c'est important. Oui, on n'est pas que dans le comics ou la bande dessinée, mais on est dans le jeu vidéo, aussi, le cinéma, ouais. L'actualité, les cosplayers. Enfin voilà, on est dans un monde. J'ai mis des photos de cosplayers aussi, mais c'est important parce que voilà, et puis il faut quand tu vas dans des conventions maintenant de SF et tout, de comics et tout, ou de fantasy, enfin toute la culture geek, en fait il y a plein de gens qui sont en cosplay, notamment de cosplay de super-héros. Ça dit quelque chose aussi, donc voilà, donc c'est important. Eh ben je te remercie. Merci à toi.